Et bienvenue à toutes et à tous. La restitution d'une consultation, c'est toujours un moment important pour toutes les équipes qui ont participé. Donc, il y a une petite intensité. J'espère que vous la partagerez avec nous de façon un peu jubilatoire. Surtout que cette consultation, elle a une résonance particulière. Il y a en France un quart des Français qui subissent des inégalités territoriales. Elles existent depuis très longtemps. Mais elles ont été, je dirais, révélées par le mouvement des Gilets jaunes il y a quelques temps. Donc, c'est devenu un sujet national, ceux qui les subissent et ceux qui ne les subissent pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'en saisir et d'essayer, autour de ce sujet-là, d'identifier quels étaient les consensus, les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, et ensuite trouver des solutions concrètes par la société civile pour essayer d'y remédier. C'est ce qu'on appelle nos grandes causes. Les grandes causes, et en particulier la grande cause du territoire, commencent par une grande coalition, puisque en fait, à la hauteur de cet enjeu, il a fallu réunir énormément de partenaires qui vont être en fait les garants du processus et surtout les garants des actions qu'on mettra en œuvre in fine. Donc, ces partenaires, c'est avant tout, il n'y a pas d'ordre, hein, mais je vais commencer par le bas, c'est plein d'associations de terrain qui déjà depuis longtemps, parfois plus de 30 ans, travaillent à la réactivation, le développement et la qualité de vie et les conditions de vie dans les territoires. Il y en a une cinquantaine, il y en a un peu plus chaque jour ou chaque mois en tout cas. On sera sans doute une centaine à la fin de cette démarche. C'est ceux qui savent ce qui se passe sur les territoires et qui savent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, on a beaucoup de partenaires institutionnels qui sont très importants en l'occurrence parce que quand on parle des territoires, on parle d'un lien entre le territoire, la collectivité, les citoyens. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité réunir non seulement le ministère de la cohésion des territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mais surtout les associations d'élus, l'AMF, l'Association des maires de France, les régions de France, les départements de France, les territoires unis, et puis un acteur très particulier qui est extrêmement implanté, extrêmement volontaire pour accompagner ces initiatives, c'est la gendarmerie nationale. Cette démarche a été soutenue extrêmement fortement dans les derniers mois par le groupe TF1 et plein d'acteurs de ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, notamment le groupe EBRA qui s'est extrêmement impliqué, et puis Public Sénat. Et puis des partenaires qui ont eu le courage de venir avec nous dès le départ. Je voudrais remercier la Banque des Territoires et le groupe U. Et puis d'autres partenaires qui nous ont rejoints, comme Univers Retail, Média Transport, Spalian, EY et Make Daughter Foundation, qui va être le bras armé de la mise en œuvre des actions. Comme vous voyez, cette coalition est assez forte et elle est à hauteur de l'enjeu. Maintenant, elle n'existe pas sans un processus, une méthode. Comment est-ce qu'on fait en 3 ans pour changer la donne sur les territoires ? Et on a une méthode assez cadrée en 3 étapes. La première étape, c'est la consultation, c'est ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on va restituer aujourd'hui. On a demandé à plusieurs millions de personnes comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire, et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui, donc je passe rapidement dessus. Sur les consensus, sur les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, les plébiscites, on va travailler une deuxième phase qui va durer plusieurs mois, où toute la coalition va travailler ensemble sur les plébiscites citoyens pour concevoir des actions décisives. On va trouver des actions pour le monde rural, pour le monde urbain, on va trouver des actions qui sont adaptées à certains territoires, mais néanmoins avec un potentiel de déploiement. Tout le travail va se faire, toute l'intelligence collective va se faire pendant ces mois-là, et de façon à pouvoir le restituer au mois de novembre, un plan d'action. Et ce plan d'action, pendant 2 ans, nous allons l'incuber, le financer, le mettre en œuvre avec les associations porteuses qui auront souhaité monter à bord, de façon à ce qu'en décembre 2023, les choses aient changé significativement dans les territoires par la société civile. Alors, on va maintenant rentrer dans la consultation elle-même. Cette consultation, elle a été lancée le 1er février. Elle a été
extrêmement active, puisqu'elle a généré depuis le 1er février pratiquement 900 000 votes, 5 000 propositions, 116 000 participants. Et toutes ces personnes ont été attirées et ont répondu à une question ouverte, très simple: comment améliorer les conditions de vie dans mon territoire? Et ce qu'on a fait, nous, c'est que notre système va nous permettre de comprendre où se situent les idées les plus engageantes sur lesquelles tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on appelle un plébiscite, et où se situent celles qui sont de l'ordre du clivage, mais qui touchent beaucoup les gens. En fait, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, je ne sais pas s'il est bien ou pas bien, mais je trouve qu'il reflète bien la situation. On va aller essayer d'aller chercher l'estomac des Français, ce qu'ils ont dans l'estomac ou le cœur, peut-être un petit peu plus joli, mais le cœur partagé, la part commune sur le sujet des territoires. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on a tendance à parler des territoires comme étant un sujet ultra-local, et évidemment que c'est un sujet ultra-local. Mais nous allons voir, nous, où se situent sur ces sujets locaux les grandes transversales du monde rural, les grandes transversales du monde urbain, de façon à avoir la chance à la fin d'aboutir à des actions qui auront une pertinence locale, mais aussi un potentiel de déploiement et de réconciliation plus large que le territoire lui-même. Donc c'est une gageure extrêmement forte. Je tiens à dire que tous les membres de la coalition ont aussi participé à la consultation. Ils ont fait participer leurs collaborateurs, les élus dans le cas des associations d'élus. Donc, on a une collaboration et un fruit qu'on va vous présenter qui est déjà une confrontation, ou en tout cas un échange, une conversation collective entre tous les acteurs du développement territorial et les citoyens. Et c'est ça qui est un petit peu inédit, et c'est pour ça qu'on est très heureux maintenant de vous donner les résultats. Alors d'abord, qui sont les participants? Est-ce que vraiment on est sur une population représentative de la population française par zone de territoire? Qu'en est-il? Nous, dans notre système, on va un petit peu on va travailler notre dispositif d'engagement des citoyens de façon à assurer une représentation qui est le plus représentative possible, une participation la plus représentative possible. Par exemple, comme vous voyez sur la partie participation par genre, on est extrêmement représentatif de la population. En vert, c'est la consultation, et en gris, c'est la population en général. Sur la participation par région, on est aussi très content parce que ce n'est pas une science exacte, donc on a vraiment matché toutes les régions françaises avec une petite particularité qui est finalement, on aime bien, qui est une petite sous-participation sur l'Île-de-France. C'est sans doute que le mot territoire n'a pas la même signification en Île-de-France que dans les autres régions. Et donc, l'Île-de-France a quand même massivement participé, comme étant la première région française, mais un petit peu en dessous de sa quote-part. Et puis, en termes d'âge, aussi une particularité qui est aussi, on comprend aussi comme une bonne nouvelle, c'est une très forte participation, un peu plus au-delà de leur quote-part, des plus de 65 ans, qui n'est pas une sous-participation des jeunes, mais qui est vraiment une mobilisation très forte sur les plus de 65 ans, sur les logiques de territoire qui peut-être ont plus de signification pour eux, d'ancrage, de rémanence, de permanence des conditions de vie qu'ils ont connues depuis un certain temps. Alors, ces participants, ils ont d'abord déposé des solutions. J'avais parlé de plus de 5000 propositions. Et dans un premier temps, on va regarder ce qu'ils ont déposé. Pas comment ils ont voté, mais vraiment de quoi ils ont parlé, en fait. Et quand on regarde de quoi ils ont parlé, les premières choses qu'on regarde, c'est les thèmes. Quels sont les thèmes qu'ils ont évoqués dans la consultation? Donc là, vous avez la liste des thèmes qui ont été évoqués, et il y a 3 points d'observation. Le premier, c'est qu'on a une surprépondérance de thèmes autour des transports et de la gouvernance territoriale. Donc vraiment, on sent bien que ces deux sujets, quand on pose la question comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire, ces deux sujets arrivent majoritairement en tête. Deuxième point d'observation, jamais dans aucune consultation on a eu autant de thèmes abordés. C'est-à-dire que il y a vraiment une sorte de tension entre deux thèmes majeurs, mais une vraie longue telle, d'une vraie
liste de, comme vous pouvez le voir, tous les sujets, la culture, loisirs, milieu scolaire, santé, tous les sujets ont été abordés. Et donc, les citoyens ont vraiment projeté sur cette question des thèmes assez larges. Troisième élément d'explication, sans dévoiler la suite, sur transport et gouvernance, on s'aperçoit que c'est deux thèmes très, très, très discutés. En revanche, ils contiennent beaucoup de controverses. Il y a il y a deux controverses sur les transports, donc on parlera, c'est juste pour vous éclairer un petit peu maintenant, vous le teasez. Sur les transports, il y a deux sujets qui, de façon, reviennent assez souvent, qui sont la place de la voiture. Et la deuxième, c'est la gratuité des transports en commun, qui sont des sujets de débat. Donc, quand on va regarder les consensus, les transports n'auront plus leur place prépondérante qu'on vient de voir ici, parce que beaucoup des sujets sur les transports, notamment sur ces deux thèmes, sont controversiels. En ce qui concerne la gouvernance territoriale, c'est un peu la même chose. Dans la gouvernance territoriale, il y a beaucoup de sujets qui sont des débats politiques existants sur les modes de scrutin, sur le rôle des élus, sur l'organisation de la ville, et qui sont finalement des thèmes sur lesquels qui sont aussi des lieux de clivage. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on va passer au filtre de ce dont parlent les gens, les consensus, il va y avoir un équilibre beaucoup plus grand entre tous les thèmes, comme on le verra dans quelques minutes. Deuxième analyse de ce qui a été discuté, c'est les types de solutions qui sont proposées. En fait, à chaque proposition, on est capable de la classer sur est-ce qu'on est dans une injonction positive très forte, voire obligatoire, obligée, imposée, subventionnée. Est-ce que la proposition, elle emmène ça, ou alors une injonction négative très forte, comme interdire, sanctionner, taxer. Ou alors, est-ce qu'on est dans la zone du milieu, c'est-à-dire une zone d'injonction positive ou négative, mais plus légère, favoriser, développer, limiter, réduire, arrêter, ou même sensibiliser, communiquer. Et là, la réalité, et ça c'est un fait marquant par rapport à ce qu'on peut voir au-delà, c'est que tout d'abord, on a une prépondérance des injonctions positives, une bonne chose, on est vraiment dans une logique d'union sacrée en faveur des territoires. Et deuxièmement, une énorme prépondérance des logiques de favorisation et de développement. Donc, on a l'habitude de dire que quand on est là-dedans, ça veut dire qu'on est sur des citoyens qui se prennent en main par rapport à leur propre futur. Quand on veut tout mettre sur les pouvoirs publics, on va tomber sur les obliger ou les interdire. Là, on est vraiment dans une autosaisie assez forte des citoyens par eux-mêmes et de façon plutôt positive. Donc, un vrai élan extrêmement constructif sur les territoires. Et puis, troisième point de vue sur ce qui a été déposé, encore une fois, avant les votes, c'est quels sont les territoires qui sont cités. En fait, dans à peu près un petit peu moins d'un tiers des propositions, on a le territoire, la proposition mentionne un type de territoire. Et donc, les territoires qui sont cités, c'est avant tout les villes au sens large, alors plutôt grandes, mais ce n'est pas spécifié, donc les villes au sens large, sur des trucs autour des arbres, des transports, des déchets, du vélo, de la voiture. Le deuxième territoire qui est mentionné, ce sont les petites villes et les villages, avec des logiques autour des déserts médicaux, des logements, des petits commerces, des personnes âgées, du service public. Et puis viennent ensuite à égalité des logiques de régions, départements, intercommunautés qui vont parler de pouvoir, de compétences et d'emploi, et puis des grandes villes spécifiées comme grandes villes autour de l'attractivité, la mobilité ou le développement des entreprises. Ça c'est ce dont les gens ont parlé. Et maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, c'est là où ils sont d'accord et là où ils ne sont pas d'accord. Donc, quand on regarde ça, on a une méthode. Je vais vous raconter en quelques mots, dès que la slide sera arrivée, parce que sinon, c'est compliqué. Je pense qu'elle va arriver. Qui consiste à… On est parti des plus de 5000 propositions. Il y en a quelques-unes qui ont été rejetées en modération parce que pour des raisons très, très, très objectives et documentées. Et on arrive à 4794 propositions validées. Celles-ci, on peut les classer en trois grandes zones. La zone de consensus, 66%, la zone de controverse, 22%, où les gens ne sont pas d'accord, et la zone de repoussoir, où les gens sont quasiment tous d'accord, mais contre, et puis une petite zone de propositions qui n'ont pas suscité d'engagement, donc on n'arrive même pas à les ranger, les gens n'ont pas compris ou ont voté blanc. Donc ensuite, on a regardé la zone des consensus, et là, sur ces
Sur cette zone-là, on a été voir les surplébiscites, les surconsensus, qu'on appelle les plébiscites, qui ont vraiment un engagement et une adhésion plus forte, beaucoup plus forte. Et on arrive à 636 propositions surplébiscitées. Et sur ces 636, donc le haut du panier, il y a des propositions qui parfois sont autour des mêmes idées. Et donc là, on a un travail de sociologue en détail où on va les décomposer, les relire, les relier, les regrouper par idées similaires et comme ça aboutir à 15 idées plébiscitées qui sont vraiment le cœur du résultat qu'on va vous présenter aujourd'hui. Les 15 idées sur lesquelles, les 15 priorités sur lesquelles les citoyens français sont à la fois très engagés et très d'accord. Donc, c'est vraiment la base sur laquelle on peut travailler, en fait, hein, sur ces 15 points-là. On peut déployer des actions publiques, on peut déployer des actions privées, on sera en connexion avec les citoyens. C'est vraiment une grammaire sur laquelle, une palette sur laquelle on peut travailler. On a fait la même chose sur les controverses, et du coup, on est capable aussi, dans ces idées plébiscitées, d'identifier quelles sont les controverses adjacentes, quelles sont les limites. On est tous d'accord là-dessus, mais quand ça décale un peu, là, on n'est plus d'accord. On est tous d'accord sur les transports en commun, mais quand ça devient gratuit, on se dit que non, ça ne marche pas, ou en tout cas, les gens ne sont pas d'accord. Donc, on va essayer de vous raconter cette histoire de cette palette de 15, des controverses associées, et on va aussi vous raconter l'histoire de ces 15 idées, comment elles se répartissent si on est dans une zone rurale ou dans une zone urbaine. Quelles sont les particularités, finalement les coups de cœur des zones rurales qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des zones urbaines. Voilà, et pour faire ce travail compliqué de vous raconter tout ça, je suis ravi d'accueillir Victor, qui est le directeur des études de Make.org et qui va nous raconter quelles sont ces fameuses 15 idées. À toi, Victor. Merci beaucoup Axel. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir venir présenter ces idées citoyennes plébiscitées aujourd'hui dans le cadre de cette grande cause. Comme l'a dit Axel, c'est le fruit d'un travail où nous avons regroupé les meilleures propositions pour aboutir sur ce panorama que vous voyez à l'écran. 15 idées plébiscitées, prépondérantes, des idées citoyennes qui regroupent donc des propositions plébiscitées et 7 controverses qui, en effet, sont des idées qui mettent en lumière un clivage en fait dans le vote entre certains éléments qui sont très bien votés et aussi qui sont plutôt rejetés. Je vous propose de passer rapidement en revue, de rester sur cette slide car elle est très importante. Hein, c'est vraiment le panorama de ce qu'on a pu sortir de cette consultation. Ces 15 idées citoyennes qu'on a analysées, ces engagements citoyens, ils sont importants et surtout, il faut le dire, ils sont très variés. Vous allez pouvoir le voir, le constater. Il y a une multitude de sujets, non seulement qui ont été cités, comme l'a dit Axel, mais aussi qui ont été plébiscités. C'est-à-dire que les consensus pour mieux vivre dans les territoires, ils s'articulent autour de différentes thématiques. Vous voyez qu'on a regroupé ces 15 idées en grands axes. Le premier, c'est la question de la production et de la consommation. Nous avons des idées citoyennes autour de la question des déchets et du recyclage, des idées citoyennes autour de la santé et de la solidarité, des mobilités, de l'aménagement du territoire et enfin autour de la question de la démocratie et des institutions. Avant de rentrer dans le détail de certaines de ces idées, quelques mots d'abord sur chacune d'entre elles. Un point rouge correspond bien à une idée citoyenne. Dans le premier axe production et consommation, nous avons la question des produits locaux et plus exactement des circuits courts. Alors, il faut savoir que chez Make, c'est un consensus qu'on a vu émerger dans beaucoup de consultations, à part ceux qui se souviennent de la grande cause sur l'alimentation, mais également des grandes causes dans l'environnement. L'idée derrière que les citoyens expriment, c'est tout simplement le fait de revenir à une économie de proximité, de supprimer les intermédiaires et aussi de réguler les importations qui causent évidemment des externalités sociales et environnementales lourdes. L'idée dans la dynamique de développer les circuits courts, c'est aussi développer les lieux de vente, les magasins de producteurs, mieux visibiliser les produits locaux, notamment en les diffusant plus massivement dans les lieux de restauration collective comme à l'école ou autre. Dans ce même axe de production et de consommation, nous avons une idée sur le soutien à la transition agricole. On va en parler juste après, notamment avec une intervention, je garde pour un petit peu plus tard.
Une question importante, une idée importante sur le fait de faire revenir les commerces, les petits commerces dans les villages, une idée qui est fortement ancrée notamment dans les territoires ruraux. Les citoyens, ils nous parlent de petits commerces tels que les épiceries, les boulangeries, les fromagers, les petits cafés, qui pourraient à la fois redynamiser l'emploi au niveau local, mais surtout, ça a été les mots des citoyens, recréer du lien social et aussi des espaces de convivialité qui parfois manquent. C'est une idée qui est importante et qui a pour corollaire aussi la limitation de l'installation de certaines grandes zones commerciales, notamment en périphérie des villes, qui viendraient, toujours dans la perception des citoyens, empêcher un petit peu le développement de certains commerces, des petits commerces qui pourraient être mis en place aussi grâce à la diminution du foncier, un système d'impôt. Bref, il y a beaucoup d'idées citoyennes derrière sur cette question qui est très riche. Quatrième idée de la thématique sur la production et la consommation, c'est la question de l'emploi et de la formation professionnelle. Là encore, on va y revenir dans quelques minutes, puisqu'on a une intervention dessus, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Euh, Concernant l'axe des déchets et du recyclage, là encore, l'idée citoyenne sur la réduction des emballages et notamment le plastique, chez Make, nous avons l'habitude de le voir dans les consultations citoyennes. Le plastique, il faut bien le dire, pour les citoyens aujourd'hui, c'est un peu l'ennemi public numéro un. Il est question de supprimer les emballages, les suremballages plastiques, les emballages à usage unique, et puis surtout de développer les alternatives, comme le vrac, les consignes, parfois en verre. Dans cette idée, les citoyens, ils appellent évidemment à forcer, dans une certaine mesure, les industriels à changer leurs pratiques, et ça pourrait passer par un changement de législation. Une autre idée plus singulière que nous avons vu émerger à l'occasion de cette consultation sur les territoires, c'est sanctionner les dépôts de déchets dans la nature. Ce qu'on appelle communément les décharges sauvages qu'on peut trouver dans la nature, au bord des lacs, des forêts, mais qu'on peut trouver aussi en ville. Ça, c'est quelque chose qui a été très mentalisé, problématisé par les citoyens. Ils l'ont fait rejaillir en tant que consensus, lutter contre ces décharges avec des amendes, avec des sanctions, parfois fortes. Les citoyens sont assez engagés sur cette question-là, mais aussi à travers la sensibilisation. Toujours dans cet axe de déchets-recyclage, une idée citoyenne autour de la seconde vie des produits, notamment grâce au recyclage et au tri. Alors là, nous avons un ensemble de propositions citoyennes qui nous parlent de notions comme le réemploi, le réusage ou encore de l'obsolescence programmée, mais aussi des propositions citoyennes très concrètes sur le fait d'aider les communes ou les communautés de communes à mieux développer des solutions de tri et de recyclage, qu'il s'agisse de centres de tri sur le territoire ou encore d'outils concrets comme développer les poubelles de tri dans certains quartiers qui n'en seraient pas assez dotés ou encore aider ces communes à mieux collecter certaines taxes sur les emballages. Donc des propositions ici très concrètes et encore une fois très ancrées dans le territoire. Première controverse de la consultation qui est associée aux déchets au recyclage, c'est quand les citoyens nous ont parlé de la taxe sur les ordures ménagères. Alors là, une controverse, je le rappelle, dans cette controverse, c'est le petit éclair. La société se divise un peu sur ce sujet. Il y a à la fois des propositions qui ont été très très bien votées et à peu près dans la même proportion qui ont été nettement rejetées. Donc il y a vraiment un clivage ici autour de la taxe sur les ordures ménagères. Il s'agit de remplacer en fait la taxe sur les ordures ménagères, notamment par une taxe au poids. C'est très important et c'est ça qui crée un clivage. Facturer au poids les ordures ménagères, donc au niveau des ménages et au niveau individuel, c'est une fracture assez forte dans l'opinion et on voit comment à la fois la lutte contre le plastique et le développement du recyclage constituent un consensus, mais aussitôt qu'on parle d'une taxe qui viendrait dans ce sens, les modes opératoires sont plus partagés. En ce qui concerne le troisième axe, les solidarités et la question de la santé aussi, une idée très importante sur le fait de renforcer l'offre de soins dans les zones rurales. Là encore, nous y reviendrons dans le détail dans quelques minutes avec une intervention. Une autre idée aussi qui est dédiée aux personnes âgées. Chez Make, nous avons l'habitude de travailler sur cette thématique-là. Pour ceux qui s'en souviennent aussi, vous avez
nous avons lancé une de nos premières grandes causes autour des aînés et du bien-être des aînés. Là, de nouveau, il est question de mieux vivre en fait pour les aînés en développant des axes comme le maintien à domicile, développer des services qui pourraient permettre de renforcer l'autonomie des personnes âgées, mais aussi de développer des lieux alternatifs d'hébergement qui pourraient s'éloigner un petit peu de la conception traditionnelle de l'EHPAD, des lieux à taille humaine, mieux imbriqués dans la ville, dans ses services et qui pourraient créer du lien intergénérationnel. Beaucoup d'idées citoyennes qui vont dans ce sens aussi sur cet axe-là. Un axe important, enfin, le quatrième axe, c'est la question des mobilités et des transports. Nous avons une idée très forte, là encore, sur le développement des réseaux de transport en commun. Voilà, les citoyens des territoires, ils ont été très clairs. Hein, pour eux, il y a un consensus autour de créer, développer des lignes de transport en commun, bus, train, dans les zones rurales pour favoriser la connexion de ces zones rurales avec les pôles urbains. Développer des lignes, mais aussi remettre en marche certaines lignes qui existaient par le passé et qui ne sont plus actives. Encore une fois, dans cette même perspective de relier les petites villes avec les villes moyennes. Dans cet axe-là, dans cette idée, pardon, il y a quelques idées spécifiques aussi sur la SNCF ou encore le transport de marchandises, puisqu'il ne s'agit pas exclusivement du transport de personnes. Quelques citoyens nous ont parlé notamment du ferroutage qui pourrait désengorger le transport de marchandises, notamment par camion. Toujours dans cet axe, une idée autour des mobilités douces. C'est important aux yeux des citoyens. C'est une idée, on le verra, qui est un petit peu plus urbaine que rurale. Favoriser les mobilités douces, notamment le vélo. Des propositions très claires sur des pistes cyclables, mais aussi sur le fait de faire des villes qui permettent de cohabiter entre piétons et cyclistes. On sent aussi dans l'opinion, dans les propositions citoyennes, qu'il y a une perception de plus en plus accrue qu'il y a beaucoup de vélos et il s'agirait un petit peu d'organiser ce flux de nouveaux cyclistes avec les piétons et de faire un espace urbain multimodal qui puisse être pratiqué par tous. Avant-dernier axe autour de l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire, mais j'oublie juste avant deux controverses qui sont très importantes sur la mobilité, des controverses sur la voiture. Évidemment, dans chacune de nos consultations, dès qu'on parle de la ville et dès qu'on parle de la voiture, il y a un clivage. Clivage parce que certains citoyens voudraient limiter fortement la voiture, soit l'interdire carrément dans les centres-villes, soit diminuer sa place, notamment en diminuant les places de stationnement, ou bien en limitant la vitesse. Cette idée de piétonisation, en tout cas de réduction de l'espace dédié à la voiture dans les villes, ça fait controverse, puisque on le voit notamment à Paris, mais aussi dans d'autres métropoles, il y a une réelle controverse sur cet aménagement-là, une controverse aussi qu'on a retrouvée sur la gratuité des transports en commun. Alors là, encore une fois, on voit les deux opinions qui s'agrègent sur ce spectre-là. Il y a à la fois un consensus pour développer les transports en commun dans les territoires, mais dès qu'on parle de gratuité des transports en commun, un clivage est généré presque aussitôt. Cette fois-ci, on peut bel et bien passer à cet axe de l'aménagement du territoire. Deux idées importantes. Là, encore une fois, un peu plus ancrées dans l'espace urbain. Végétaliser les villes, planter des arbres, faire des jardins, notamment des jardins partagés, multiplier les espaces verts à des fins notamment de rafraîchissement pour lutter contre les îlots de fraîcheur, aussi préserver la nature dans les territoires. Et puis une deuxième idée autour de la limitation de l'urbanisation, encore une fois, qui est perçue de manière un petit peu plus accrue dans les villes, limiter l'urbanisation, notamment en rénovant l'existant, favoriser notamment une fiscalité qui pourrait profiter à la rénovation. C'est une des idées fortes. Enfin, dernier axe autour de la démocratie et des institutions, une idée très importante aussi sur le maintien du service public, un service public de qualité et de proximité dans les territoires. Là encore, on y reviendra dans quelques minutes avec une intervention. Et une idée aussi sur le fonctionnement démocratique et plus exactement administratif, où les citoyens appellent de leur vœu une simplification administrative dans les territoires, mais aussi une décentralisation des compétences plus forte. On le sait aussi,
c'est un consensus qui apparaît, et plus largement une évolution du statut des élus, des hauts fonctionnaires, notamment en limitant et en contrôlant un petit peu plus leurs avantages. Deux controverses associées dans cette thématique-là. Certaines mesures fiscales, je vous ai parlé tout à l'heure de la taxe sur les ordures ménagères qui faisait controverse. Là, on va parler de taxes, par exemple, sur les résidences secondaires, de taxes carbone sur la consommation ou les déplacements, certains impôts qui vont cibler les territoires. On va parler de taxes sur le tourisme, on va parler aussi de taxes foncières. Bref, dès qu'on évoque les taxes, et ça, c'est vrai qu'aussi c'est quelque chose qu'on dégage à travers nos consultations, il y a une vraie confrontation dans l'opinion et une vraie problématique de controversée. Enfin, cette deuxième controverse qui est associée à la question des décisions politiques et institutionnelles radicales, c'est quand les citoyens nous ont parlé de certaines choses autour de réduire les dépenses des collectivités territoriales. On voit aussi l'attachement qui existe à la fonction publique territoriale et à ses exécutifs, même s'il y a des injonctions de la part des citoyens à la réformer. Quelques propositions autour du vote obligatoire, du revenu universel aussi, ou revenu de base inconditionnel qui génère de la controverse, ou encore quelques propositions de type quitter l'Union européenne, de mélanger, mais qui soulignent aussi quelques controverses sur le volet institutionnel. Sur la slide suivante, slide très importante là en bas. Victor, oui, tu as dit deux controverses importantes, transversales. Oui, pardon, je ne les avais pas vues, elles étaient toutes en bas de l'écran. Des controverses qui sont importantes. Une première autour de controverses qu'en fait on n'a pas associées à des axes, donc elles se baladent un petit peu. Une controverse sur le nucléaire et certains modes d'énergie renouvelable. Le nucléaire, encore une fois, les Français se divisent dessus et on le voit aussi dans nos consultations, que ce soit des propositions pour le développement ou le maintien de l'activité nucléaire ou au contraire pour son démantèlement. Il y a vraiment un clivage dans les deux sens. Quand on parle aussi de clivage sur les certaines énergies renouvelables, c'est un clivage qui s'articule autour de l'installation des panneaux photovoltaïques et surtout autour des éoliennes. J'ai même qu'on avait fait une consultation en région Bretagne, on a vu que ça constituait fort controverse, encore une fois. Et enfin, dernière des controverses, certaines mesures sécuritaires. Des citoyens nous ont soumis des propositions autour de l'augmentation de certaines mesures répressives, du renforcement de la police, ou bien le fait d'associer l'armée à la gestion sécuritaire du pays. Là, encore une fois, les Français se sont divisés sur ces questions-là. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante et vous dire quelques mots voilà, sur cette répartition territoriale en fait, de ces idées. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les mêmes idées que nous venons d'évoquer. Simplement, ici, nous les avons remis en perspective pour essayer de savoir si elles venaient plutôt des petits territoires ou plutôt des moyennes et grandes villes. Alors, sur la partie gauche, vous voyez la colonne divisée en trois, des petites villes et des villages, c'est-à-dire en dessous de moins de 20 000 habitants. Au milieu, on trouve tout territoire confondu, le niveau national, et à droite, le niveau des moyennes et grandes villes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nos idées, elles émergent de tous les territoires. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'idées qui se concentrent au milieu. Elles sont partagées par le vote citoyen, quel qu'il soit. Néanmoins, si on regarde par exemple un petit peu plus à gauche, au niveau des territoires ruraux, des petites villes et des villages, on voit quelques idées, comme par exemple le fait de sanctionner les dépôts de déchets dans la nature. Ça, c'est une idée qui surémerge un tout petit peu plus au niveau des petites villes. Idem pour le fait de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées, davantage plébiscité dans les petites villes, et, ça s'entend assez naturellement, la question du maintien des services publics de proximité. À l'inverse, sur les moyennes et grandes villes, on a vu des idées surémerger et être surplébiscitées au niveau du développement de l'emploi et de la formation,
du recyclage et de la seconde vie aux produits, et enfin deux idées qui semblent être, en tout cas dans les représentations collectives et communes, très urbaines, le fait de favoriser les mobilités douces comme le vélo, et enfin la végétalisation et le reboisement des territoires. Voilà pour cette cartographie territorialisée de nos 15 idées. Axel, je te repasse la parole pour la suite et peut-être pour les interventions. Bonjour, alors rebonjour à toutes et à tous. On va faire un focus sur un certain nombre d'idées, mais avant, j'aimerais qu'on réponde à quelques questions. Et là, je vais appeler, reste avec nous, Victor, parce qu'il y en a pour toi. Je vais appeler Estelle pour qu'elle puisse nous dire s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas vraiment de questions encore à ce stade, donc n'hésitez pas à en poser. On a une question évidemment sur est-ce que ces éléments seront disponibles? Alors oui, ils seront disponibles, le rapport sera disponible sur le site, sur la plateforme de make.org. Donc, à partir juste après cette conférence, vous allez aussi recevoir une newsletter dans laquelle on aura mis la restitution de ce temps fort partagé ensemble en ce moment. Donc voilà, et puis sinon, on nous a juste demandé si la TOM, hein, la taxe des ordures ménagères, si la controverse portait sur le maintien ou non de la TOM, la généralisation de l'ATI ou le refus de l'ATI. Bon, voilà, ce sont des questions très très pointues, donc peut-être que… On peut peut-être quand même répondre juste sur l'atome. Peut-être que Victor peut-être, mais moi, ce que je voulais juste dire sur l'atome, c'est que notre sujet, là où il y a une controverse, c'est quand c'est une autre forme de taxation qui serait au poids des ordures individuelles. C'est là où il me semble. Est-ce que tu confirmes, Victor ? C'est exactement ça, en fait. La taxe sur les ordures ménagères, elle est pas forcément remise en question, mais c'est son évolution vers une taxe qui serait indexée sur le poids par ménage des ordures. Donc c'est assez précis, en effet, et c'est ça qui crée la controverse. Et puis juste un point de Jean-Michel qui nous dit est-ce que c'est les gens très motivés ou est-ce que c'est la majorité silencieuse? Comment on va pouvoir avancer là-dessus? Là, on est dans des volumes où on sort ce qu'on appelle les usual suspects, c'est-à-dire les participants systématiques à tout type de consultation. On est vraiment largement au-delà. Pour moi, on a commencé à converser avec la majorité silencieuse, mais la majorité silencieuse qui est intéressée au sujet. C'est un peu la limite de l'exercice. Si quelqu'un n'est pas du tout sensible au sujet des territoires, il ne va pas répondre à ces questions-là. Donc, c'est un peu la limite, mais en revanche, on est sorti des militants, des groupes d'intérêt. On est vraiment sur une démarche beaucoup plus large. Et puis, une question qui vient d'arriver. Quels sont les domaines évoqués dans le cadre de l'amélioration de la vie des personnes âgées? Toi, Victor. Oui, bien sûr, c'est des choses très importantes. Il y en a un certain nombre. Je pense que les deux principales qu'on a essayé d'objectiver et de sentir en termes de tendance, si je devais résumer très schématiquement, c'est maintien à domicile, ça c'est certain, et lieu ou habitat alternatif, à savoir résidence alternative. Maintien à domicile, parce qu'on sait que c'est important. Alors, des fois, le maintien à domicile, il n'est pas envisageable pour certaines personnes âgées. Là, c'est développer les services à domicile, à la fois rapprocher la santé, mais des services parfois tout simples, mettre à disposition un coiffeur qui pourrait aller chez la personne âgée. Ça, c'est une proposition qui a été plébiscitée. Je pense aussi sur ce deuxième volet, donc maintien à domicile puis lieu de vie alternatif. Là, il est question, comme je vous l'ai dit, comme les citoyens nous l'ont dit, de structures qui ne seraient pas des EHPAD, mais qui seraient plus innovantes, à la fois dans le nombre de personnes qui pourraient y résider, dans ce qu'on pourrait y trouver en termes d'activités, la manière dont seraient articulées des activités avec les plus jeunes. On parle aussi de ces structures d'habitat pour les personnes âgées à côté de maternelles, d'écoles. Je pense aussi à une proposition citoyenne qui évoque
une résidence à Montreuil qui s'appelle Baba Yaga et qui héberge des femmes de plus de 60 ans et qui réinvente finalement l'hébergement des personnes âgées. C'est vraiment ces deux logiques-là qui sont à l'œuvre: maintien à domicile et nouveaux types d'habitat. Alors, une autre question, concerne le numérique qui, bizarrement, n'apparaît pas vraiment. Donc, dans quoi est-il rattaché dans le rapport? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Le numérique est bien un sujet qui n'a pas émergé en quantité phénoménale, on n'a qu'à dire, puisque je crois qu'on a 3-4% finalement des propositions qui traitent à proprement parler du numérique. On a eu des propositions plébiscitées sur la fracture numérique et spécifiquement sur le fait de réduire la fracture numérique. Ça fait partie des idées plus singulières. Les idées singulières, c'est les idées, en gros, qu'il y a derrière ces 15 idées plébiscitées. Évidemment, nous, on a quand même une approche et une analyse en fonction des priorités. Ces 15 idées qu'on vous a présentées, ce sont vraiment les plus grandes priorités, à savoir des propositions très bien votées et très nombreuses aussi, où le consensus citoyen est massif. Derrière, on a ces idées singulières que vous allez pouvoir trouver dans le rapport et lors de la communication totale des résultats, où il y aura beaucoup plus d'informations. Et vous verrez qu'il y a cette question de la fracture du numérique. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut peut-être s'interroger sur le fait que ça n'a pas été la priorité des priorités des citoyens à l'occasion de cette consultation sur les territoires, mais c'est un sujet qui fait quand même partie des plébiscites au sens large. Et une dernière question, et les autres, on les prendra plus tard. Concernant l'amélioration du fonctionnement démocratique, y a-t-il de fortes demandes de participation citoyenne, du type généralisation des conseils citoyens, des marges de co-construction des politiques publiques? Je vais la prendre, Victor, c'est celle-ci. Il y a effectivement clairement un consensus autour de l'amélioration de la participation citoyenne. Et là-dessus, c'est non seulement important en volume et important en consensus, un petit peu à tous les niveaux. Là où il commence à y avoir des clivages, c'est quand cette participation citoyenne devient décisive. Donc là, de quoi je parle? Je parle des principes de référendum ou des principes de référendum d'initiative citoyenne, qui sont clairement des controverses. En fait, il y a une volonté forte de permettre aux citoyens d'intervenir dans la vie publique entre les élections. Ça, c'est surtout dans la co-construction, dans la co-mise en œuvre, dans la co-évaluation, dans une forme de conduite participative de l'action publique. En revanche, les citoyens sont divisés sur savoir si cette participation citoyenne doit court-circuiter la démocratie représentative. Donc vraiment, là, on a vraiment clairement ce point-là. Et donc, particulièrement, le référendum et le RIC sont des controverses et non pas des consensus. Je propose c'est fabuleux ces questions. De toute façon, il y aura une deuxième série de questions à la fin, mais j'aimerais qu'on avance tout de suite sur 4 focus qui sont 4 idées qu'on a souhaité éclairer. Ce n'est pas les plus importantes, ce n'est pas les moins importantes, c'est finalement la rencontre entre une idée et puis l'envie d'avoir un témoignage particulier dessus. Sur ces 4 idées, Victor va rentrer dedans pour la raconter et on va ensuite rebondir sur un témoignage d'un citoyen, d'un élu, d'un partenaire. Voilà, ça va te permettre de rentrer un peu dans le vif du sujet et ça vous permettra aussi de voir la profondeur du rapport. Le rapport, il fait 50 pages. Il rentre en détail beaucoup plus qu'aujourd'hui, donc vous allez vous régaler pour ceux que ça intéresse. Victor, à toi sur soutenir la transition agricole. Oui, merci Axel. C'est le premier focus et notre première intervention. Soutenir la transition agricole. Je vous propose qu'on regarde sur la slide suivante
Voilà, c'est exactement ça, cette slide idée que vous allez retrouver dans le rapport, comme l'a dit Axel. Ça vous permet aussi de voir un peu un extrait des meilleures propositions qui ont été plébiscitées. Soutenir la transition agricole, c'est une idée importante qui s'inscrit dans le cadre de la production et de la consommation. Les citoyens nous ont parlé d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? C'est évidemment la question des pesticides. Vous pouvez le lire avec la proposition de Soisic qui a été votée positivement à plus de 80%. Il faut encourager les agriculteurs à s'orienter vers une agriculture sans pesticides. Évidemment, la question du pesticide, aujourd'hui, elle est dans toutes les têtes, elle est dans toutes les représentations, et c'est une question à la fois en termes de consommation et de production alimentaire qui n'est plus vraiment acceptable, mais aussi en termes de système agricole qui vraiment est accepté par tous, cette lutte contre les pesticides. La transition agricole, c'est aussi la gestion des parcelles agricoles. Beaucoup de propositions sur le fait de recréer, de replanter des haies autour des parcelles cultivées. Je lis là, notamment la proposition de Pascal en bas, pour retenir les eaux, mais aussi favoriser la biodiversité. Ça aussi, c'est un sujet qui se propage dans les consciences sur le fait de garantir la biodiversité. Pascal en parle, c'est de l'agroforesterie en fait. La transition agricole s'articulerait aussi autour de ça. Transition agricole, c'est aussi synonyme dans les paroles des citoyens qui ont fait plébiscite de circuits courts et d'agriculture biologique, de petits élevages et de petites exploitations. Bref, c'est tout un nouveau paradigme que les citoyens appellent encore une fois de leur vœu ici. Et surtout, c'est un dernier élément très important, c'est la rémunération des agriculteurs qui, au cœur aussi de cette transition agricole, permettre aussi aux agriculteurs de mieux vivre. C'est le fameux partage de la valeur au niveau des différentes strates que les citoyens aussi appellent à fortement changer pour plus d'égalité. Merci, merci Victor. Donc là, je suis ravi qu'on accueille tous les deux Marcel Jacot, qui est un citoyen, alors, comme tout le monde, mais en statut de citoyen proposant, qui a fait une proposition et qui a envie de la commenter. Donc Marcel, êtes-vous là? Tout à fait, oui. Ah, super. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre proposition? Est-ce que vous mettiez derrière? Écoutez, ouais, je sais pas si ça fonctionne bien. Voilà, ça y est, c'est bon là. Voilà, on y arrive. Oui, donc Marcel Jacot, donc j'habite un petit village à côté de Granville, village de 400 habitants. Granville est au bord de mer, c'est un port et d'une capacité de 13 000 habitants. Et donc, on a travaillé énormément. Donc, je suis adhérent de beaucoup d'associations, hein, Manche Nature notamment, qui défend la nature, l'environnement sur le département. Je suis à Génération Future. On parlait de pesticides et tout ça, donc pour développer un peu le controverse de l'utilisation des pesticides en agriculture notamment. J'ai fait la pisserie des glyphosates. On a créé ensuite parce qu'il y a plein de pondérables, si vous voulez, sur le pays Grandvillais, donc qui comporte 32 communes. Et donc, on a recensé, j'ai rendez-vous cet après-midi avec le SCOT du Pays de la Baie, notamment sur la consommation des espaces agricoles pour l'agriculture, qui est comment dirais-je, néfaste à l'agriculture, parce qu'on a recensé 126 hectares qui vont disparaître de l'agriculture pour faire du bâti ou des routes. Donc, c'est une catastrophe écologique, bien sûr. Donc, on va travailler, si vous voulez, sur le fait qu'il faut réduire cette consommation d'espaces agricoles pour le bien commun, si vous voulez. Donc, il faut penser à nourrir notre bien commun, notre citoyenneté. Alors, le gros problème, si vous voulez, qu'on rencontre, ce sont les élus. On se confronte énormément aux élus, que ce soit de la communauté de communes, que ce soit du département, parce qu'on a quand même réussi, si vous voulez, à réduire de ces surfaces dont je vous parlais tout à l'heure, pratiquement de 48 hectares, ce qui est déjà gigantesque parce que une 2 fois 2 voies vient d'être annulée. Et la commune de Granville, où on a travaillé énormément avec eux, y compris la commune de Carole, je vais vous en parler tout à l'heure,
sur la réduction des espaces agricoles pour faire du bâti. On parlait de densifier les villes, et ça c'est hyper important, de densifier les villes, de rénover l'ancien, et ça c'est en Grandville, ils ont rentré, si vous voulez, dans le jeu, ils ont signé le pacte de la transition écologique, et ils vont réduire leur surface de consommation de 19 hectares sur la commune de Grandville, pour rendre, si vous voulez, parce qu'il y a une DEP qui a été signée par le préfet, donc ça va être rendu à l'agriculture. Donc ça, c'est énorme. Alors, un point positif quand même que je veux parler, c'est sur une petite commune de Carolles qui fait partie de la communauté de communes de Grandville, qui viennent de faire racheter, si vous voulez, par terre de liens, pratiquement 18 hectares de terres agricoles pour en faire une agriculture biologique. Donc, on parlait tout à l'heure, effectivement, du système qui est perturbateur, c'est la PAC. Hein, donc la PAC et toute l'agrochimie qui tourne autour de la PAC, parce que effectivement c'est une catastrophe d'utiliser tous ces produits chimiques qui sont générateurs de maladies. Hein, on pourrait en parler au niveau des maladies, mais c'est pas le lieu. Donc il faut qu'on puisse développer différemment le système de la PAC. Et le cas français, on est prisonnier de la PAC. Je cite un exemple. Les agriculteurs ici qui plantent le maïs. Bon, le maïs, c'est pas fait pour les vaches, hein, on le sait bien. Et donc, ces agriculteurs, ils font des demandes de subventions à la PAC pour le maïs. Et ben, la PAC leur répond, oui, mais maintenant, vos champs, ils ont une surface réelle. Et ensuite, ils ont une surface rentable. Donc, cette surface rentable, elle est identifiée par satellite. Et donc, tout ce qui est le couvert végétal, y compris sur les haies, les arbres, n'est plus comptabilisé dans subvention de la PAC. Et ça, c'est une catastrophe pour les agriculteurs. C'est pour cela, on parlait de haies tout à l'heure, de haies et de talus, et c'est pour ça que l'agriculture intensive abattent les arbres, abattent les talus et agrandissent les champs, ce qui fait que c'est une catastrophe aussi, comment dirais-je, écologique, puisqu'il n'y a plus de retenue d'eau par les talus, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'oiseaux dans les arbres, il n'y a plus de vie animale, et ça c'est aussi une catastrophe écologique. Donc, il faut qu'on lutte contre ça, si vous voulez. Et je pense qu'au niveau de Normandie, on a quand même un bocage qui est très riche. Et si on comptabilise tous les ans, ce sont des centaines de kilomètres de haies qui disparaissent. Et donc, ça, c'est pas bien pour la biodiversité. Donc, il faut qu'on trouve des justes milieux au niveau national. Et il faut qu'on soutienne les agriculteurs, bien sûr, dans une agriculture saine et logique pour alimenter notre local. Et ça, bien sûr, Paris, il faut bien alimenter Paris. Hein, donc, voilà, il faut. Mais ceci dit, il y a des agriculteurs biologiques du coin, hein, d'Avranches, Saint-Jean, qui font des camions toutes les semaines en agriculture biologique, que ce soit du légume, de la viande, des fromages, et qui montent à Paris toutes les semaines. Donc, vous voyez, on arrive à trouver des compensations. Voilà. En fait, c'est très intéressant parce que là, vous avez évoqué deux sujets. Un sujet qui est celui des haies et qui effectivement était un signal faible depuis 2 ans et qui se renforce. Donc, vraiment, les haies sont devenues une conscience nationale forte autour de la taille des parcelles. Et puis, deuxièmement, c'est le lien avec les municipalités et les élus, parce qu'à un moment, c'est une main dans la main qu'on arrivera à changer les choses. Et comme on a la chance d'avoir un élu qui va intervenir tout à l'heure, on pourra peut-être avoir son point de vue dessus. Désolé de ne pas nourrir plus le débat, mais c'était plus de bien comprendre ce qu'il y avait derrière cette idée de la transition agricole, et je pense que ça a été merveilleusement illustré. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Alors, deuxième point de vue qu'on va regarder, c'est le développement de l'emploi et de la formation. Et Victor, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette idée ? Oui, c'est une idée importante aussi de la consultation. Développer l'emploi et la formation professionnelle, c'est beaucoup de propositions citoyennes, comme vous pouvez le lire, qui évoquent des sujets différents, mais qui se reconnectent. C'est la question de la juste rémunération du travail, mais c'est surtout la question aussi de revaloriser certains métiers manuels et surtout la formation à certains métiers manuels.
on parle aussi de l'artisanat. Cette idée de faire revivre, de réhabiliter certains métiers, elle se pose en articulation totale avec la jeunesse et la formation professionnelle. Beaucoup de citoyens nous disent, c'est le cas notamment de Sandrine, la proposition de Sandrine, il faut pouvoir entrer en apprentissage à tout âge. Il y a encore la proposition de l'organisme des territoires aux grandes écoles qui nous dit qu'il faut que les jeunes Français, enfants des territoires, des outre-mer, des métropoles, aient un égal accès aux opportunités d'orientation. Si on devait résumer cette idée citoyenne, ça serait une équation avec métier manuel, artisanat, jeunes, formation professionnelle pour relier tout ça, et avec en filigrane cette idée de formation accessible pour les jeunes aux métiers manuels et de l'artisanat partout sur le territoire, en réalité. Merci Victor. Alors, du coup, pour dans cette idée, une proposition qui a très bien marché de Vanina Paoli-Gagin, qui est sénatrice de l'Aube. Vanina, êtes-vous là? Pour commenter votre idée. Ah, très bien, bienvenue Vanina. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre idée et comment la mettre en œuvre? Bonjour à tous, merci. Je voulais juste faire 2 petites phrases sur le résultat global des consultations qui ont été exposées avant, pour vous remercier déjà et pour vous dire que ça montre plusieurs choses qu'on pouvait savoir déjà, mais c'est que l'homme est un animal social. Je pense qu'on l'avait oublié. Je pense que les Français sont des irréductibles Gaulois qui, selon qu'ils ont leur casquette de consommateurs, de citoyens ou de contribuables, sont parfois quand même enclins à certaines contradictions qu'il faudra nous aider à lever. Et que le temps, je pense, est arrivé de faire le distinguo entre le prix et la valeur. Je pense qu'on est arrivé à ce momentum et je trouve que ça transpire de toutes ces réponses que vous avez thématiquement agglomérées entre celles qui font consensus et celles qui, au contraire, montrent des oppositions assez fortes. Alors, en tant que vice-présidente de la commission sur le volet enseignement sup et recherche à la commission des finances du Sénat, c'est naturellement la formation et le devenir de nos jeunes qui m'importent. C'est un sujet majeur aujourd'hui qui a à la fois une dimension sociale, mais aussi qui a une dimension pour moi de souveraineté, puisque c'est notre capacité à arrêter le décrochage de la France et à redevenir un pays qui sait produire de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, pour moi, elle est autant dans la recherche de pointe que dans des savoir-faire extrêmement traditionnels ou artisanaux. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition. Je pense qu'il faut mieux faire connaître aux jeunes les métiers en lien avec les savoir-faire locaux. En fait, la première chose qu'on doit regarder, c'est ce qui se situe dans le périmètre dans lequel on demeure, on habite, on a grandi, on a des attaches, etc. Parce que souvent, en fait, on méconnaît son propre terrain au sens presque ethnographique du terme. Innover et parler d'enjeux d'avenir, ce n'est pas oublier ses savoir-faire traditionnels. Au contraire, pour moi, ils sont porteurs de très fortes valeurs ajoutées, notamment à l'international. On le voit avec des grandes marques comme Hermès, etc., qui ont réhabilité des ateliers en France ou des grandes marques de textiles. Moi, je suis élue d'une grande patrie de la bonneterie. On a fait renaître une marque comme le Coq Sportif, Lacoste s'est beaucoup diversifié, voilà, Petit Bateau, toutes ces marques, en fait, elles reposent quand même au départ sur un ADN local et des savoir-faire et des maîtrises de personnes sur les territoires. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes vont apporter leur dose d'innovation et de créativité dans tous ces métiers traditionnels et ces savoir-faire locaux.
Donc, je pense que ça rejoint d'autres propositions qui ont été faites. Je prends 2 exemples. La proposition de Jean Damien, mettre en relation demandeurs d'emploi en reconversion et personnes qui peuvent transférer leur savoir-faire métier ou artisanal, ou permettre aux jeunes ruraux d'avoir le même taux de chance de réaliser leur potentiel que les jeunes des métropoles. Des chiffres ont été publiés récemment qui effectivement attestent du fait qu'il n'y a pas d'égalité d'accès aux classes préparatoires, aux universités et aux grandes écoles, souvent d'Île-de-France, pour les jeunes qui viennent de la ruralité. Alors, nous avons sur le territoire dont je suis issue, par exemple, développé un cluster d'excellence sur le patrimoine bâti en lien avec les Compagnons du Devoir. On a beaucoup de gens qui font de la restauration, de vitraux, de statuaires, de charpente, de forge, etc. Donc, tout ça, ce sont des métiers, on n'a qu'à le voir avec le chantier de Notre-Dame, mais des chantiers comme ça dans le monde entier, y compris en créant from scratch de nouveaux bâtiments architecturaux. Il y en a beaucoup, en fait. Donc ça, ce sont autant de foyers de richesse que les jeunes Français qui ont envie de travailler dehors auront peut-être à cœur de mettre en valeur et auxquels ils auront envie de participer à titre personnel. On a une autre initiative qui est plus sur l'insertion, qui cette fois-ci est portée par le Conseil départemental de l'Aube, qui a été de créer une plateforme numérique en fait pour vraiment favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA en les mettant, on va dire, en circuit court, en lien direct avec les offreurs d'emploi qui sont les TPE, les PME, les PMI du territoire. Comment on permet aux jeunes d'être sensibilisés à ces potentiels? Eh bien, en leur faisant des visites d'entreprise, en leur faisant visiter le site des Compagnons du Devoir, en faisant interagir les grandes écoles que nous avons, comme l'école polytechnique féminine, l'Université de technologie de Troyes, le groupe High School, l'école de design, etc., pour aller dans les collèges et parler, dans le cadre des cordées de la réussite ou d'autres initiatives, de ce qui existe sur le territoire. Parce que très souvent, et ça c'est un constat qu'on fait à chaque fois, il y a une méconnaissance en fait de la réalité du vivier et de l'actif en fait qui est disponible dans le territoire. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de promouvoir dans des initiatives comme celle de l'écoquartier d'un petit village rural qui s'appelle Herville-Châtel, autour du vitrail, du travail du verre, etc. Et pour essayer de remettre en selle, de remettre en scène, et puis surtout de faire perdurer ces savoirs, parce que si on laisse ces savoirs se dégrader, on perd un actif en fait. On perd un actif à la fois immatériel et matériel qui peut permettre à notre pays de garder un rang dans un certain nombre de domaines. Je trouve que ce qui est très, très marquant, en fait, c'est qu'il y a vraiment deux sujets qui peuvent avoir l'air contradictoires, qui ne le sont pas, qui sont une logique très étendue de ce dont on a parlé tout à l'heure, qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire que chaque territoire a ses valeurs, a ses savoir-faire, a ses industries, et autant, si c'est possible, que ça fonctionne en circuit court, donc une logique de bon sens, presque. Et puis finalement, on va acheter un iPhone qui vient de Chine, et puis on va développer un savoir-faire local, mais aussi pour qu'il soit utilisable par d'autres régions. Et ce paradoxe apparent, en fait, n'est que apparent. En fait, ce que moi je retiens de tous les sujets sur les territoires, c'est qu'en gros, quand on dit on veut des circuits courts, on veut des circuits courts pour ce qui est fait localement. On veut pas faire une frontière au total. Et je pense qu'il y a une irruption du bon sens dans cette consultation et qui rééclaire non pas un combat politique local global, qui rééclaire juste que ce qui est local, on le mange en local. Quand on a un savoir exclusif, les autres peuvent en profiter. Et si on doit acheter un iPhone, on l'achètera. Et je trouve que c'est apaisant comme vision du monde et très, très intéressant. En tout cas, Vanina, merci beaucoup.
Merci Axel vos de votre exemples invitation et merci du travail que vous conduisez qui nous inspire beaucoup et qu'on va essayer de concrétiser avec des exemples. Eh ben, c'est super en tout cas. Merci beaucoup Vanina. Et Merci. là, on va faire un point de vue sur une troisième idée qui est de renforcer l'offre de soins dans les zones rurales. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Victor? Oui, Axel, c'est une idée incontournable en fait de la consultation. Renforcer l'offre de soins dans les zones rurales, plus globalement soutenir le système de français dans son ensemble, c'est évidemment une question d'inégalité d'accès à la santé sur les territoires qui, encore une fois, est très mentalisée par les citoyens. C'est la proposition très simple, mais qui a fait consensus de Fabien. Il faut lutter contre les déserts médicaux en ruralité. Les déserts médicaux, c'est l'incarnation, la cristallisation de toutes ces opinions autour de l'inégalité de l'accès aux soins. Donc évidemment, ça fait partie des plébiscites citoyens. Comment on lutte contre les déserts médicaux? Il y a un outil, il y a une structure qui sont les maisons de santé, les maisons pluridisciplinaires de santé, qui constituent un élément qui est vraiment plébiscité. C'est le cas de la proposition de Chantal de Gilles. C'est des structures où on peut trouver beaucoup de spécialistes, mais qui ont la vertu de pouvoir rassembler finalement l'offre dans certains territoires. Un autre volet de cette idée sur la question de l'offre de soins dans les zones rurales, c'est évidemment l'installation des médecins dans certaines zones géographiques qui sont considérées comme des déserts médicaux. C'est une question qui est un peu délicate puisqu'il y a des propositions qui font consensus autour d'une installation, d'une contrainte douce en fait des jeunes médecins, ou en tout cas que l'État, que la fonction publique hospitalière aussi incite certains médecins à s'installer dans ces zones-là. Chez MEC, on a fait des consultations par le passé où on a pu voir que quand les citoyens verbalisent une contrainte trop forte, il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Ça génère un peu de controverse. Le consensus, en tout cas, il est là avec ces trois dimensions: déserts médicaux, installation des médecins, maison médicale de santé. Alors, pour illustrer cette idée, je suis ravi d'accueillir Ayette Bouaf, qui est une citoyenne qui a émis une proposition plébiscitée et dont elle va nous parler. Et en même temps, et je demande de monter sur scène aussi, Renaud Prouver, qui est le fondateur de Spalian, qui est un des partenaires, mais là, en l'occurrence, qui très précisément va donner une analyse un peu quantitative du sujet de l'offre de soins dans les zones rurales. Ayette, êtes-vous là? Oui, bonjour. Eh ben, bonjour Ayette, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Effectivement, juste une petite parenthèse avant de commencer. Merci pour tout ce que vous faites. J'avais déjà travaillé avec vous et je m'étais déjà déplacée et c'est très bien. Si on peut avancer dans par petits pas et arriver à quelque chose, pourquoi pas. Une petite parenthèse juste au niveau, parce que tout à l'heure, je ne pouvais pas intervenir, mais ça me touchait à cœur juste de préciser par rapport à nos aînés. Ça rejoint un peu le sujet. Nos aînés, on en parlait de beaucoup de choses, pouvoir leur donner des résidences, enfin de pouvoir les installer dans des résidences ou le maintien à domicile, certes, mais une chose à laquelle on pense rarement, c'est aux aidants et pouvoir leur faciliter la tâche pour ces aidants, qui soient soit des enfants ou familles proches ou même personnes qui souhaitent, mais les aider à alléger leur temps de travail, du moins pouvoir aider et garder un pied au travail, mais en allégeant leur temps. Et c'est vrai que ça, c'est le parcours du combattant. Juste pour vous dire, sur la grande cause pour les aînés, pour mieux prendre soin des aînés, le sujet le majoritaire et le plus traité et sur lequel on a mis en œuvre le plus d'actions, ce sont aider les aidants. Il y a une urgence absolue, vous avez tout à fait. Et c'est vrai que s'ils pouvaient alléger leur temps de travail, parce que tout le monde a besoin de travailler, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une problématique majeure. La parenthèse est fermée. Voilà. Juste pour les déserts médicaux, bien que je sois dans une région, on va dire une grande métropole, et pour la citer, je suis dans la métropole Aix-Marseille, malgré tout, nous sommes à la campagne aussi, et
même pas très loin de nos villes, on se confronte à ce problème. Déjà, d'ores et déjà, les médecins qui partent à la retraite, qui sont malheureusement pas remplacés. Et là, je rejoins donc le monsieur tout à l'heure par rapport aux centres médicaux, maisons médicales, si vous souhaitez l'appeler ainsi. C'est vrai que ça commence à exister. On a des permanences médicales qui se font un petit peu partout. Mais qui dit permanence médicale, il y a quand même une façon de gérer. La gestion n'est pas la même que de mettre des personnes professionnels de santé qui normalement suivent un patient et là peuvent être donc médecins traitants de nos concitoyens, sachant que ces maisons, ces centres médicaux, j'appellerais plutôt, facilitent beaucoup dans donc ce que je disais, essayer d'aider nos territoires à mettre en place ces centres médicaux qui apportent déjà une facilité pour les jeunes médecins qui veulent s'installer sans être libéral, donc avoir déjà la contrainte minimum au niveau administratif et coût surtout. Et là, nous sommes justement en train de mettre en place notre centre médical dans notre petit village qui va apporter un grand oxygène et qui est demandé par la majeure partie de nos villageois. Donc la facilité, voilà, nous demandons à toute instance de pouvoir faciliter ces genres de démarches donc dans nos villes, villages, parce que villages qui sont aujourd'hui assez impactés par ce désert médical. Voilà. Merci. Donc la facilité de ces centres médicaux, par exemple la nôtre, je pense qu'en France, il doit y en avoir quand même pas mal qui se mettent en place. C'est une gestion sous forme d'association. Les locaux sont loués par les municipalités ou les territoires, donc le coût est plus bas et ça permet à ces jeunes médecins ou moins jeunes qui puissent s'installer avec beaucoup plus de facilité et apporter la majeure partie de tout ce qui est dans le paramédical ou médical. Voilà. Merci Ayette. Restez avec nous. On va accueillir Renaud, fondateur de Spalian, qui va nous raconter un petit peu la réalité ou pas de ces déserts médicaux. Merci Axel. Écoute, je vais proposer de partager mon écran, s'il vous plaît, pour pouvoir partager avec vous les éléments de présentation que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Voilà, juste un court instant. Très bien. Donc, merci Ayette pour ce témoignage. Ce que je souhaitais de mon côté, c'était effectivement pouvoir vous montrer assez rapidement à la lecture de la data qui est disponible, le phénomène de désertification médicale qu'évoquait Ayette à l'instant. Et donc, si on prend appui sur ces différentes informations, vous pouvez ici avoir à l'écran la vision de la ville de Saint-Zacharie, au sein de laquelle Ayette est élue et sur laquelle effectivement les questions de santé sont ô combien importantes. On voit bien que nous avons une ville qui a une évolution importante de la population avec un solde migratoire positif, plus 111 habitants, ce qui témoigne d'une véritable attractivité pour cette ville. En plus de cela, si nous l'exposons à la lumière de ce qui se passe au sein de la métropole d'Aix-Marseille dont elle fait partie, nous pouvons constater, Saint-Zacharie se situe ici, que c'est une ville également qui a une tendance d'évolution positive dans cette communauté d'agglomération. Nous pouvons regarder en rouge les villes qui ont une démographie en baisse et en vert celles qui ont une démographie en hausse. Donc c'est évidemment une collectivité, si on s'en tient effectivement aux data disponibles provenant de l'open data, qui est une collectivité attractive sur laquelle nous avons une évolution de population. Et pour autant, Ayette l'évoquait à l'instant, nous sommes confrontés effectivement à des problématiques de santé. Si nous regardons maintenant la même cartographie, mais cette fois-ci témoignant des questions de santé, nous pouvons ici constater que les praticiens se concentrent principalement vers le centre de la communauté d'agglomération et cette collectivité est peu pourvue de praticiens. Et surtout, vous avez sur cette carte en jaune sur la droite toutes les villes dont l'offre est jugée insuffisante. Et nous voyons effectivement ici que Saint-Zacharie fait partie des collectivités les moins bien pourvues en termes d'infrastructures médicales. Elle est un peu encerclée de villes qui, en vert, elles, ont un minimum requis pour avoir une bonne couverture médicale. Cet indice que nous voyons ici apparaître, c'est l'APL. Le principe de l'APL, c'est un indicateur
qui a été construit par des chercheurs de l'IRDES et de l'ADRES et qui permettent de faire un croisement entre la population et le nombre de médecins disponibles. Donc, il ne s'agit pas d'un nombre de médecins sur une collectivité, mais bien un taux de couverture médicale. Et nous voyons ici que sur cette communauté d'agglomération, 92% des communes sont équipées de médecins généralistes, mais il y a quand même au total 248 000 habitants qui ne sont pas couverts par une structure d'urgence. Et que si nous regardons à l'échelle du département Var, on peut constater ici une grande dissymétrie. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à changer d'échelle pour regarder justement ces éléments. Et nous voyons ici simplement en vert les communes qui sont bien pourvues en offre médicale, et puis en jaune et en rouge, celles qui ont une offre médicale jugée insatisfaisante. Donc voilà pour avoir une lecture de quelques chiffres clés et 33 communes qui, elles, sur le département du Var, ne peuvent pas accéder à une structure d'urgence en moins de 15 minutes et 73% des communes équipées de médecins généralistes. Donc nous voyons ici effectivement une véritable dissymétrie de l'offre médicale, sachant que, j'insiste, nous parlons quand même de communes qui ont un certain taux d'habitants, presque 6 000 habitants à Saint-Zacharie, qui sont des communes attractives. Et d'ailleurs, cette attractivité de ces collectivités, nous pouvons également la mesurer sur un plan économique. Si nous revenons maintenant sur la commune de Saint-Zacharie et que nous regardons les qualifications de l'emploi local, nous pouvons constater qu'il y a 846 établissements et entreprises présentes sur Saint-Zacharie. Donc nous avons, pour résumer, une collectivité qui voit sa croissance positive augmenter, une collectivité attractive, une collectivité également qui est pourvue de nombreux acteurs économiques, et pour autant qui subit les conséquences effectivement d'une désertification médicale, ce qui, quand on regarde l'ensemble de ces données accessibles, permet de conclure que la question du désert médical n'est pas forcément liée à une question de désertification territoriale. C'est lié effectivement à un équilibre qui doit se créer entre les différentes collectivités, mais il n'y a pas forcément une problématique de désertification médicale là où nous avons une désertification globale de la population. Nous vivons encore sur notre territoire des paradoxes et des décalages comme ceux que nous pouvons constater à Sainte-Zacharie et qu'Ayette a bien voulu porter à notre connaissance. Voilà, merci à tout le monde. Merci Renaud. Alors, je voudrais juste préciser, Scalien était un des partenaires, mais très industriel en l'occurrence dans notre sujet, puisque tout le sujet va être de mettre en connexion cette part d'estomac que j'évoquais, cette part de cœur partagée que représentent les consensus qu'on a vus, avec une réalité. Pour trouver effectivement les bons cas d'usage, les bonnes expérimentations, pas se tromper en fait. Donc ça, ce sera la deuxième phase, et là, l'apport de l'expertise territoriale de Spalian va être très important dans la phase 2. Oui, nous essaierons d'ailleurs à cette occasion, et merci encore à Axel de nous permettre de participer à cette belle opération. Comme Spalian s'occupe notamment des projets Cœur de Ville et Petites Villes de demain, enfin du volet data des projets Cœur de Ville et Petites Villes de demain, nous pourrons, en plus de l'open data que vous avez pu brièvement voir ici, venir partager des éléments d'information sur tout un ensemble de thèmes complémentaires pour effectivement objectiver la situation des territoires et avoir, en plus de la lecture citoyenne, une lecture à travers le prisme de la data publique. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Renaud. Et dernière idée, merci Ayette. Dernière idée, dernier point de vue. Là, on rentre sur les services publics de proximité. Et Victor, qu'est-ce que tu peux nous dire du cœur citoyen sur ce sujet? Il existe une réelle volonté des citoyens, dans le cadre de cette consultation sur les territoires, de montrer qu'il y a une importance sur le maintien des services publics de proximité dans les territoires. Le maintien, évidemment, on parle des services classiques, on parle des écoles, on parle des postes, on parle aussi des centres d'impôt et aussi des centres Pôle emploi, bref, tout un ensemble de services que les citoyens, en tout cas dans ce qu'ils nous disent, ont le sentiment de voir disparaître, mais aussi ont le sentiment de voir se déplacer vers les métropoles au détriment des villes moyennes et des villes plus petites. C'est le cas de la proposition de Margaret, par exemple, qui nous dit il faut cesser la centralisation, les regroupements vers les grandes agglomérations, mais répartir mieux les services publics, sous-entendus, dans les territoires. Donc, il y a ce volet très important. Et puis, un second volet
qui est plus créatif et innovant, où les citoyens nous disent il faut pouvoir proposer des nouveaux services d'accompagnement aux démarches administratives dans les campagnes, avec ce volet intrinsèquement numérique aussi dans les nouveaux services, mais aussi des choses très concrètes. La proposition de Sophie, par exemple, qui évoque les services de proximité itinérants. Vous savez, ces fameux bus itinérants administratifs qui se déplacent d'une commune à l'autre pour pouvoir satisfaire les demandes et les besoins des administrés, ou encore Eve qui nous parle d'instaurer dans les mairies des services d'aide aux démarches administratives pour les personnes qui ne connaissent pas l'informatique. Donc là, on voit aussi rejaillir la question de la fracture numérique. Merci, merci Victor. Alors pour rebondir, on va accueillir Daniel Pougeot, qui est un élu, le maire de Port, et qui va nous raconter son idée. Bienvenue à Daniel. Alors, pour être très clair, son idée, elle n'est pas seulement sur les services publics, hein, c'est vraiment les services de proximité. Et globalement, la proximité même au sens large. Effectivement, en tant qu'élu, il a sans doute un point de vue sur les services publics, mais en milieu rural, il y a un enjeu de reconstruire des écosystèmes qui sont à la taille de la vie des gens. Et c'est ça dont Daniel va nous parler. Daniel, êtes-vous là? Oui, je suis présent. Oui. Ah, parfait, bienvenue. Alors, je ne sais pas si ma caméra fonctionne. Enfin, c'est parfait, on vous voit très bien. Oui, dans une ambiance rurale. Hein. Eh ben, c'est parfait. Alors, donc je suis Daniel Pougeot, maire de la commune de Port-sur-Vienne, confluence de la Creuse et de la Vienne, pour situer géographiquement. Je suis à mon 4e mandat d'élu, j'en ai déjà exercé 2, mais dans une autre région, de 83 à 95, et je me suis particulièrement intéressé aux problématiques d'aménagement du territoire. Donc, quand j'ai vu passer la consultation, forcément, j'ai répondu à cette consultation. Et je vous remercie d'ailleurs, puisque dans la restitution que je viens d'entendre, ça apporte beaucoup d'oxygène au plan de développement communal que je vais essayer de vous raconter là rapidement sur la notion de proximité, puisque j'avais répondu, moi, sur la mobilité, en disant que la réponse à la mobilité, c'était la proximité. En clair, le paradigme aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment on transporte les gens pour les amener au service public. Je viens encore d'en entendre un exemple tout récemment sur la problématique, par exemple, de rendre les services administratifs ambulants. Plus on fera de l'ambulant et plus on détruira localement les potentiels locaux. Donc, sur la commune de Port-sur-Vienne, ce que nous avons fait depuis 2014, c'est d'abord après un diagnostic qui n'était pas très favorable, hein, peu d'atouts, beaucoup de faiblesses, mais quand même quelques opportunités. Nous avons focalisé notre action sur tout d'abord le sport, parce qu'il y a une grosse dynamique associative autour du sport, ou bien entendu autour de la religion football, mais en tous les cas, c'est une forte dynamique. Nous avons immédiatement focalisé aussi sur le numérique, en créant dès 2016 un espace public numérique, avec un certain nombre de formations avec la CARSAT pour les personnes âgées, par exemple. Nous avons focalisé sur le tourisme en valorisant nos sentiers de randonnée et en allant jusqu'à la création d'une application de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on se promène sur nos chemins, mais en même temps, on est connecté avec son smartphone parce qu'on a téléchargé par QR code une petite application qui permet d'avoir des points d'intérêt. Nous avions opportunément au centre du village un bar-hôtel-restaurant qui était en déshérence depuis 10 ans. Nous l'avons complètement restauré, complètement remis sur le marché. Eh bien, nous en a pris puisque dans le cadre de la pandémie, eh bien, nous offrons depuis l'année dernière les plats à emporter, nous offrons le pain, les journaux, les produits locaux, parce qu'on a acheté des vitrines pour accueillir les produits locaux de manière à ce que les gens trouvent un ravitaillement de proximité. Mais en même temps, on s'est penché sur la problématique de la biodiversité et nous venons d'achever la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Et j'ai déjà entendu parler là, depuis tout à l'heure des personnes âgées. Nous avons un vrai souci sur les personnes âgées dans le parcours résidentiel, c'est-à-dire que ces personnes peuvent à des moments précis être en manque d'autonomie. Le manque d'autonomie, c'est placement, ou alors c'est une prise en charge par les aidants. Eh bien, nous avons décidé de travailler sur la réduction de la vacance, puisque dans nos territoires ruraux, il y a beaucoup de maisons vacantes.
mais qui sont généralement peu adaptés. C'est des T4, T5, T6. Donc, nous avons acheté une maison. Nous avons fait 2 logements à l'intérieur de cette maison pour accueillir temporairement des personnes âgées ou pour soulager des aidants. Enfin, dernier point, nous jouons bien entendu toutes les cartes pour accueillir des populations nouvelles. Parce que quand vous êtes sur un territoire à une population démographique décroissante, vous ne pourrez faire venir des gens pour augmenter votre population que des gens qui sont dans l'urbain aujourd'hui. Et donc, nous avons mis en place un programme d'éco-bourg, c'est-à-dire la réalisation d'éco-quartiers, 2 petits éco-quartiers, 8 lots et 12 lots, mais l'un se construit autour d'une forêt-jardin, donc un concept assez nouveau qui consiste à planter les ingrédients qui permettront de nourrir toute l'année une petite population locale, en travaillant bien entendu en permaculture. Et sur cet éco-quartier, il y aura un parc de voitures électriques en autopartage pour pouvoir faire en sorte que l'urbain qui vient chez nous puisse trouver un moyen de locomotion à sa disposition. Dernier point, on a quatre projets là qui vont bientôt sortir. Le premier porte sur la mise en place de 2 services civiques sur 4 missions d'intérêt général tournant autour du numérique, de la biodiversité, de l'accueil des populations âgées, enfin des personnes âgées, et en même temps du dernier point sur la problématique qui est liée, je perds mes notes là, la problématique qui est liée aux problématiques de sauvegarde sur notre territoire, puisque on est un territoire à risque. On est impacté par l'autoroute, la LGV, enfin tout pour plaire. Et 3 autres volets. Un conseiller numérique, nous sommes rentrés dans le programme d'État et on a la satisfaction d'avoir une attribution, donc on attend la convention. Et nous sollicitons depuis 2016 une reconnaissance France Service et nous sommes en train de candidater pour devenir tiers-lieu et fabrique de territoire, de manière à ce que tous ces éléments soient pris en compte. Donc, en résumé, nous avons sur ce territoire sorti toutes les opportunités possibles, et j'en ai d'autres que je n'expose pas là parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, mais c'est la dynamique de la proximité, du retour à la proximité qui a conduit notre action et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on retrouve un peu de confort de proximité avec tous les éléments que je viens de vous exposer. Maintenant, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Daniel, merci beaucoup. C'est exaltant ce que vous nous avez raconté parce que souvent, quand on parle des territoires et quand on parle des communes, on a été nourri de l'idée que beaucoup de maires ne voulaient pas se représenter l'année dernière tellement c'était difficile, qu'il y avait une logique de le maire est celui sur qui un service client de tous les administrés. Et là, ce qu'on entend, c'est autre chose. Alors, c'est sans doute vrai, ce que j'ai dit jusque-là. Ce qu'on entend, c'est la capacité d'agir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des écosystèmes publics, privés, associatifs, entreprises qui se mettent en place au niveau des communes, qui reprennent la main sur les conditions de vie, qui reprennent la main sur la capacité de vivre collectivement et de développer non seulement l'aspect économique, mais aussi les autres aspects de la vie collective. Et si l'échelon communal est capable de faire ça, c'est un réarmement de la société qui se met en œuvre. Donc, la liste était assez impressionnante. Et, si je peux ajouter un tout petit mot, la plus grosse difficulté aujourd'hui pour mener ces travaux-là à des échelles à la fois régionales, départementales, c'est que nous sommes dans une dynamique de projet, donc c'est bien ce que vous exposiez dans votre consultation. Simplement, quand on fait un projet, on se projette sur le moyen terme et le long terme. Le plus difficile, c'est de faire adhérer les habitants au présent, qui eux veulent des réponses du présent et pas des réponses pour demain. C'est là la grande difficulté aujourd'hui de notre travail. Long terme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Daniel, de cette explication enthousiasmante. Et je passe la parole, on est très en retard, donc je passe la parole à Estelle pour les étapes suivantes et puis qu'on puisse faire 2 ou 3 questions. Estelle, que va-t-il se passer à partir de maintenant? Estelle dirige les grandes causes de Make More. Oui, alors, on a eu pas mal de questions et de remarques sur et la suite et qu'est-ce qui se passe après, et quelles actions. Donc, c'est ça que je vais tenter de vous raconter maintenant. Donc, je vous rappelle que cette grande cause, c'est 3 ans, donc on n'est qu'au début. On va tous ensemble avancer pour agir.
Daphné, si tu veux bien me mettre la slide suivante, merci. Donc, qu'est-ce qui vient juste après? Eh bien, ce sont les ateliers de transformation qui auront lieu début juillet, qui vont réunir l'ensemble de nos partenaires, c'est-à-dire vous tous, là, les citoyens, les associations, les personnes d'entreprise, les élus, et nous allons co-construire des actions concrètes. Donc, je vais revenir sur cela juste après. Très concrètement, derrière ces ateliers, nous allons travailler à l'enrichissement des pistes d'action qui auront été co-construites pendant les ateliers. Et ces pistes d'action, nous allons évaluer leur faisabilité, leur pertinence. Nous allons chercher des porteurs de projets, des partenaires financeurs. Et puis, cela va nous permettre finalement de retenir, de choisir entre 6 et 10 actions qui vont s'appeler le plan d'action de la société civile. Et puis, ces actions, dans la phase finale du programme, nous allons tout simplement les mettre en place, les incuber. Et ça se passera à partir de décembre 2021 jusqu'à fin décembre 2023. Donc, nous aurons 2 ans pour agir, pour mettre en place ces actions. Et ce plan d'action, on vous donne rendez-vous au Salon des maires au mois de novembre pour les découvrir tous ensemble. Et évidemment, on se retrouvera très régulièrement dans des rendez-vous de communauté pour vous faire part de l'avancée de ces actions et pour mesurer ensemble l'impact de ces actions. Alors, sur les ateliers eux-mêmes, alors, ces ateliers auront lieu début juillet. On vous confirmera la date exacte parce que ça va dépendre un peu de ces élections, de la situation sanitaire, etc. Mais dans tous les cas, on est capable de les faire en distanciel. On en a déjà fait. Donc, vous ne pouvez de toute façon prévoir d'en être. Il y aura plusieurs demi-journées dans lesquelles vous pourrez vous inscrire en fonction des sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Vous choisirez vos thèmes. Ces thèmes, évidemment, seront liés aux idées émergentes de la consultation que nous avons vues aujourd'hui. Vous allez travailler, comme je le disais, dans des groupes volontairement mixés pour avoir une variété de points de vue. Et puis, on aura à la fin de ces 2 à 3 jours de travail collectif une 50aine de pistes d'action. Et ces pistes d'action, c'est de là dont nous allons choisir les actions finales. Alors, pour la suite, ensuite, donc, vous allez recevoir donc, des newsletters, surveiller ces newsletters, surveiller ces informations de la part de l'équipe Make. Vous verrez aussi dans ces newsletters des éléments sur nos partenariats, par exemple avec Vendredi, avec Disaster Ready. Comme on a peu de temps, je ne vais pas détailler cela maintenant, mais c'est un moyen aussi de vous impliquer davantage, soit si vous êtes citoyen ou si vous êtes salarié, vous pouvez aussi intervenir dans nos actions et dans des actions qui se portent sur les territoires à travers Vendredi, et vous pouvez aussi vous former. Voilà, je vous propose de passer aux dernières questions. On va en prendre 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, on est très, très en retard avant que tout le monde parte. Estelle, dis-nous. Oui, alors on avait une question sur l'éducation. Est-ce qu'elle a eu une part importante dans les consensus et quelle a été la part de l'éducation? Victor, hein, c'est trop technique pour moi. Oui. On a parlé de l'éducation, évidemment, c'est quelque chose qui est ressorti. On a eu essentiellement des propositions plébiscitées autour d'une éducation plus civique en termes de valeurs. Des propositions pas nécessairement très concrètes, mais mettre en place des cours, des modules de formation un peu sur la citoyenneté, mais surtout sur la question de respect et d'empathie entre les élèves. Ça, c'est une idée que vous pourrez notamment retrouver dans le rapport. Ça fait partie des idées singulières, comme j'ai expliqué, des idées qui sont derrière, un petit peu après les 15 premières priorités. Encore une fois, je pense que vous aurez tout le loisir de vous plonger un petit peu plus dans ces propositions qui, je le répète, seront disponibles dans le rapport final. Donc, c'est
une petite faible partie de toutes les propositions, puisqu'on est autour de 2-3%, et en revanche, une idée émergente, mais qui est secondaire. Exactement, Axel. Et puis une question sur l'idée de favoriser les produits locaux, qui est d'ailleurs une question que l'on retrouve dans toutes nos dernières grandes consultations et grandes causes sur le local, le retour au local. Est-ce que l'on retrouve, Victor, aussi l'idée d'un soutien à la réindustrialisation? Alors, je pense qu'Axel aussi aura un mot à dire dessus. C'est deux éléments qu'on peut articuler et qui sont intrinsèquement liés. C'est la notion de proximité, de toute façon, qui fédère toutes ces choses-là. Nous, depuis 1 an, Axel, je te laisserai compléter, on observe des choses sur la relocalisation de l'industrie, la réindustrialisation, peut-être aussi à l'aune de la crise sanitaire. On avait fait une consultation sur le monde d'après. Évidemment, certains secteurs comme le textile, l'alimentation, mais aussi le médical, sont fortement appelés vers une réindustrialisation. Alors, les circuits courts, la relocalisation, c'est deux idées qu'on a l'habitude de voir. On a vu des choses aussi autour de la réindustrialisation. De nouveau, ça fait beaucoup de teasing sur les idées singulières, mais il en existe une aussi qui va dans ce sens. C'est deux choses qui sont très, très liées. Ici, on a voulu rendre compte de ce qu'ont dit les citoyens avec leurs mots. Il est vrai qu'ils citent d'abord en priorité dans cette consultation-là la question des produits locaux et des circuits courts, après la notion de réindustrialisation. Mais typiquement, si c'est un sujet qu'on traite par la suite dans la grande cause dans les ateliers, il y aura une composante inévitablement de réindustrialisation et de toutes les problématiques qui s'y rattachent. En tout cas, moi, je voudrais juste, je l'ai évoqué rapidement, mais vraiment marquer ce point-là qui me paraît vraiment important, c'est cette envie des gens d'avoir une économie à leur échelle. Ce n'est pas une histoire de nationalisme, de localisme, ce n'est pas du tout ça. C'est une économie sur laquelle ils peuvent agir, sur laquelle qui est compréhensible, où l'esprit humain permet d'être à l'échelle de notre pensée plutôt qu'une économie tellement globalisée et lointaine qu'en fait, on a l'impression de pouvoir agir sur rien et on a l'impression d'être en passager, en voiture, sur le siège passager. Et ça se manifeste effectivement dans le volet consommation de produits locaux et ça se manifeste aussi dans le volet développement de l'industrie locale, que ce soit sur les savoir-faire locaux ou de façon générale, mais vraiment recréer des écosystèmes plus simples. La simplicité est peut-être le mot important de ce qui ressort de tout ça. Et ben voilà, nous avons terminé. On vous remercie tous infiniment, citoyens, élus, organisations, associations. Si vous souhaitez être informé de la suite et que vous ne recevez pas toujours nos mails, n'hésitez pas à envoyer un mail à Manon, mb@make.org. Elle pourra ainsi vous inclure dans toutes les newsletters. Vous serez tenu au courant, bien sûr, de la prochaine étape des ateliers. Vous pourrez vous inscrire et choisir les sujets sur lesquels vous allez travailler. Donc, on vous donne rendez-vous aux ateliers. On vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Je voulais vous remercier infiniment de votre temps, encore nombreux sur la fin. Donc, ça a été un peu trop long. Désolé, on a dérapé. Et puis, je voulais finir par une note aussi qui me paraît très, très optimiste, très importante. Récemment, sur un autre sujet, on a fait un sondage pour savoir sur quelle cause les gens avaient envie de s'engager. Et on a mis nos 10 causes, donc il y avait aussi bien la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, la culture, les aînés, les jeunes, le handicap, l'environnement et bien sûr les territoires. En fait, est sorti en premier l'environnement comme étant un sujet majeur et le deuxième, c'est les territoires, significativement devant les autres. Donc le sujet des territoires est un sujet qui est porté par toute la société française et pas simplement par ceux qui subissent des inégalités territoriales. Maintenant, à nous de trouver des moyens de se synchroniser pour qu'on puisse agir tous ensemble. Voilà, en tout cas, merci infiniment et j'espère à très, très vite. Au revoir.